Merci d'être venu voir ce talk. Moi, je me présente, je m'appelle Ludovic Dussard. Je suis architecte solution chez Ineat et je contribue aussi sur ce magnifique projet qui est SyncAPI que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on va parler de spécification, un peu de tooling et je vous ferai un Rex de ce que j'ai mis en production sur mon produit pour documenter du coup tous mes échanges événementiels. Je vais refaire, même si je pense que c'est acquis pour la majorité d'entre vous, un petit rappel de ce qu'est une architecture événementielle. Donc, l'objectif de ça, c'est d'avoir un broker au centre des échanges, d'accord. Et on va avoir des applications qui vont venir soit produire du message dans des channels, des topics, en fonction du broker qu'on utilise, et d'autres applis qui vont venir souscrire pour récupérer la donnée, pouvoir réagir dessus, la traiter, etc. Donc, comparé à une architecture HTTP traditionnelle, l'avantage de ce genre d'approche, c'est qu'on va pouvoir découpler les échanges entre les différentes applications. D'accord, on va être sur des échanges de type asynchrone et plus synchrone, comme on peut le voir sur de l'HTTP traditionnel. Moi, aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de ce que j'ai fait avec Kafka, mais vous verrez qu'en fait, la spécification peut s'appliquer à tout autre type de broker. Et donc, quand on fait de l'échange événementiel, il faut quand même définir des contrats d'échange entre les différentes applications. Il faut qu'on sache quel type de données et comment va être structurée la donnée qui va transiter dans notre channel. C'était jusqu'à aujourd'hui une problématique pour la majorité d'entre vous. J'espère que d'ici demain, ça ne le sera plus. Si c'est le cas, ça veut dire que j'aurai réussi ma mission aujourd'hui avec SyncAPI. Moi, je vais vous parler de mon use case. Je peux le dire parce que j'ai l'accord du client. Je travaille chez ADO sur un produit en fait qui permet de coster l'intégralité du catalogue des BU afin de sortir en fait les prix de cession qu'on va pouvoir proposer aux BU. Donc en fait, le but de mon produit, c'est de venir manger des caractéristiques d'articles. Donc on va avoir des caractéristiques type achat, prix d'achat du fournisseur, et on va venir traverser en fait tout le parcours supply pour au final dire à nos BU, OK, la table de jardin que tu viens acheter 10 € de bas chez ton fournisseur, elle va traverser plusieurs continents, il va y avoir des taxes dessus, de l'éco-contribution, etc. Demain, tu pourras avoir un prix de cession de 13 €. Donc c'est ce que permet de faire mon produit aujourd'hui, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer un système d'échange à l'intégralité des produits qui vont avoir besoin d'avoir du costing d'articles en temps réel. Okay. Je vous ai mis ici une big picture d'une partie de mon produit. Je ne sais pas si j'ai... Hop. OK. Donc, ce que vous avez sur la gauche, c'est toutes les applis externes à mon produit, d'accord. C'est les gens qui vont venir jouer avec moi, me demander du costing, ou alors ce qu'on appelle aussi de la simulation tarifaire. Donc, chez ADO, il y a un certain nombre de produits qui ont besoin de simuler sur les nouvelles gammes de produits qui arriveront demain dans les magasins Leroy Merlin, par exemple, le prix qu'ils vont pouvoir proposer aux clients. Et donc, tous ces produits-là, ils sont pas chez moi. Moi, par contre, mon domaine métier, c'est vraiment du costing de produits. Et donc, l'idée... Je vais avoir un module central ici que j'ai appelé le costing workflow. C'est vraiment le module mère de mon produit qui va venir écouter des demandes de costing, okay, dans le topic Kafka qui est ici. C'est une stack Spring, Kafka. On a deux types de bases de données. On a des API qui stockent du référentiel sur du Mongo et j'ai une grosse intelligence qui est portée par une base de données Neo4j. Okay. Et donc voilà, l'idée c'est que ici mon module va venir absorber les demandes et réagir en conséquence. Si je fais un petit focus, si je zoome sur comment fonctionne mon workflow, donc j'ai un produit tierce qui veut un prix de cession basé sur des caractéristiques, d'accord. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'envoyer un message dans un topic ici que mon produit écoute. Voilà, donne-moi le prix de cession pour la table de jardin que j'achète 10 € chez mon fournisseur. Et mon workflow, du coup, va réagir à la réception de ce message. Et on a trois cas possibles. Le premier cas, c'est tout se passe bien, c'est très bien. Je lui renvoie la réponse, OK, cet article-là, tu pourras demain avoir un prix de cession de 13 € dessus. Ça, c'est dans le cas idéal.
On a forcément dans ce genre de système des issues techniques, une base de données qui tombe, une base de données qui ne répond pas à une API qui a redémarré entre-temps. Et du coup, on va gérer une DLQ. Sur cette demande qu'on a reçue, on va venir la mettre dans une DLQ. On a sur le produit un système de retry qui va reprendre les messages qui ont échoué suite à des erreurs techniques qui vont être reprocessés par mon produit plusieurs fois en fonction de si le costing réussit ou pas. Et puis on a un cas que nous, on ne peut pas traiter techniquement, qu'on a appelé les rejets fonctionnels. Si la data qu'on nous demande, qu'on nous envoie dans le topic, on ne la connaît pas, si on nous indique un fournisseur qu'on n'a pas chez nous, on ne va pas pouvoir venir coster ce produit-là. Et donc ça tombe dans une queue de rejet fonctionnel et on va demander à notre métier de venir combler les trous pour qu'on puisse recoster demain et envoyer des réponses à nos clients. Et donc, pour cette mécanique-là, pour que tout soit fluide, on a mis en place un certain nombre d'Enterprise Integration Patterns, donc les EIP pour les gens qui connaissent, notamment un pattern qu'on appelle le Request Reply. Donc l'objectif, il est simple. Le produit qui va me demander un costing, il va me pousser son message dans un topic qui m'appartient, et moi, je vais lui demander où tu veux que je te renvoie ta réponse. D'accord ? On n'avait pas envie en fait de gérer l'intégralité des topics de tous les produits qui allaient nous consommer, parce qu'en plus, on ne les connaît pas. On s'est dit, OK, vous allez, à travers un headers qu'on a appelé, nous, reply topic, nous indiquer le topic dans lequel vous voulez recevoir la réponse, et on va vous envoyer la réponse dans votre topic. Comme ça, vous êtes capable de gérer sa rétention, de le cleaner si vous voulez, d'en créer 10 par environnement. Enfin, vous faites absolument ce que vous voulez. Nous, ça ne nous regarde pas, mais on vous enverra la réponse là-dedans. Et ça, c'est assez structurant comme choix et ça a besoin d'être expliqué aux gens qui vont travailler avec. Parmi vous, qui travaille encore, intègre des échanges sous base de spec, forme doc, Excel, Confluence? Ah, si peu, c'est bien. Eh bien, vous avez de la chance. Avant, ce qu'on faisait, si moi je suis un produit lambda et que je veux m'intégrer et coster, de faire des demandes de costing au workflow, ce qui se passait avant, c'est qu'on envoyait un Excel avec une spec qui était souvent pas à jour, on n'arrivait pas à la trouver. Il fallait faire des réunions interminables avec les équipes pour savoir comment publier un message ou le consommer. On n'avait pas accès à la structure, etc. Donc c'était assez galère. Je pense qu'on a tous vécu ça dans nos vies de développeurs. Ça, c'était avant. Et ce que propose Async API, c'est justement de pouvoir documenter tout ça au travers d'un portail de doc, un peu à la manière d'OpenAPI pour les gens qui connaissent. Okay. Donc, je vais vous présenter rapidement l'initiative. Async API, c'est né en 2017. C'est un side project de Fran Mendes, donc le créateur de l'initiative. Et lui, son objectif, c'était justement d'améliorer tout l'état de l'art des API asynchrones et pouvoir justement fournir du tooling autour de tout ça parce que il y a 5-6 ans, il n'y avait pas grand-chose en fait sur le marché open source pour nous aider avec ça. Et donc la bonne idée qu'il a eue, ça a été de s'inspirer de ce qu'on connaît d'OpenAPI. Déjà, ça a favorisé l'adoption de la communauté. Okay. Donc vous allez retrouver des blocs un peu similaires pour pouvoir documenter vos systèmes d'échange. Moi, je venais du monde OpenAPI également. La première fois que j'ai découvert Async API, j'ai trouvé ça génial. On n'était pas perdu, les specs se ressemblent, etc. Donc, on retranscrit très facilement la façon dont on va spécifier et documenter nos échanges. Donc, l'initiative a fait un peu de chemin. En 2020, Async API a créé un partenariat avec Postman. Okay. Postman a décidé d'embaucher 10 ressources, je pense. Enfin, aujourd'hui, ils sont une dizaine. Donc, c'est des salariés Postman, mais qui travaillent pour l'initiative. J'insiste là-dessus, l'initiative reste open source. Postman a juste une stratégie de se dire, OK, moi, cette connaissance-là, j'aimerais l'avoir en interne. Je pense que demain, le support des Async API va arriver dans les outils Postman, c'est quasiment sûr, mais en tout cas, ils ont une stratégie pour pérenniser la connaissance. Donc c'est pour ça qu'ils financent des salaires pour maintenir cette initiative, ce qui a beaucoup aidé Async API sur le delivery, l'évolution de la spec, etc. Et donc les fondateurs et la core team a voulu quand même adopter une gouvernance open source de l'initiative pour pas que Postman puisse pousser des features ou ait la mainmise sur l'avenir de l'initiative. Et donc, ils ont rejoint la Linux Foundation en 2021 pour garantir tout ça. D'accord ?
Donc Async API, ça reste un projet open source, vous pouvez l'utiliser dans vos entreprises. Ça sera jamais payant. Voilà, Postman met juste des billes pour justement faire progresser l'initiative et puis faire évoluer l'état de l'art des architectures événementielles. La vision du créateur, alors ça n'engage que lui, c'est que demain, il n'y en ait plus, il n'y ait plus qu'une seule spec qui permet de documenter des API. Alors, Async API soit fusionné dans Open API ou l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, c'était sa vision du sujet. Je ne sais pas quand ça arrivera. Je vous l'ai mis quand même parce que c'est une conviction forte de sa part. Et donc, comment est financé Async API? Donc, il y a évidemment Postman qui contribue fortement à tout ça, mais il y a énormément de sponsors autour de ça. Donc, Solas, IBM ont des solutions de brokers propriétaires. Donc, c'est dans leur intérêt aussi de financer l'initiative. Red Hat, Slack, par exemple, l'utilise pour documenter les différents échanges asynchrones mis à disposition de ses clients. Et donc, on a pas mal de grosses boîtes quand même qui viennent sponsoriser l'initiative, permettre de la faire vivre. Donc ça, c'était pour la partie historique. Je vais rentrer un peu plus sur la spec. Je vous l'ai dit, l'objectif, ça va être vraiment d'une part, spécifier nos architectures événementielles, les documenter, effectuer un certain nombre de générations de code. Je vous présenterai ça tout à l'heure. Le gros avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, documenter tout ce qui est lié aux objets connectés, tout ce qui est protocole IoT. Okay. Si vous faites de la streaming API avec la WebSocket et autres, ça va être possible. Typiquement, tout ce qui est basé sur de l'échange de messages va être adapté. Enfin, l'utilisation d'Async API va être adaptée pour les documenter. Et donc, on est protocole agnostique. C'est-à-dire que la spec est vraiment générique. Mais si vous avez des spécificités, dans mon exemple, c'est du Kafka. Donc Kafka, par exemple, comparé à d'autres brokers, on peut gérer des clés dans les messages, on peut gérer des rétentions sur les topics, etc. Ça, c'est supporté par la spec, mais ça va être des attributs additionnels qu'on va être capable de définir. Donc vous pouvez absolument documenter n'importe quel type de système d'architecture événementielle. Et puis, même si ils sont sous la Linux Foundation, c'est aussi compatible avec les projets CNCF. Donc, on peut mixer Async API avec ce qui est Cloud Events. Cloud Events, ils sont plus focalisés vraiment sur le binding de messages. Là où Async API est plus global. Si vous faites du NATS, on supporte aussi NATS. Et puis, si vous faites de l'Open API, vous allez être capable de vous y retrouver, puisque les spécifications sont assez similaires. Donc, comment ça marche? L'idée, c'est vraiment de définir un fichier par application. Si votre application va venir consommer ou publier du message, c'est elle qui va porter votre spec. Et donc, la spécification est divisée en 4 parties, 4 blocs. Un bloc d'information, un bloc où on va être capable de définir les serveurs pour pouvoir communiquer avec l'applicatif. Forcément, un descriptif de ce qui va se passer au niveau des topics, des contenus des topics. Et puis une partie réutilisable pour les components. Sur le bloc info, c'est plus de la métadonnée où on va être capable de mettre en avant des points d'entrée. Okay, j'arrive sur la doc, j'ai besoin d'un contact, je vais trouver ces informations au niveau du bloc info. Sous quelle licence est portée l'application, etc. La version de l'aspect, également une description avec la version de l'aspect utilisée. Ça reste assez classique. Sur la partie serveur, c'est pareil. Moi, demain, je veux communiquer avec le broker ADO. J'ai besoin de connaître les URL, j'ai besoin de connaître le protocole. S'il y a des aspects de sécurité, comment je viens m'authentifier auprès du broker. Donc, on supporte pas mal de protocoles de sécurité. Et tout ça, on est capable de le documenter en fait, au niveau de l'aspect. Okay. Donc là, dans les exemples, on voit qu'on a du protocole MQTT et du MQTT. Moi, je vous présenterai le pendant de Kafka tout à l'heure. Et les deux derniers blocs sont les plus importants. On va être capable en fait de déjà mettre en avant les topics qu'on met à disposition pour de la consommation ou de la publication à travers un mot-clé channel que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Ouais, super. Donc là, typiquement, ici, ça va être le nom du topic.
Et une fois qu'on a un topic, on va être capable de définir des opérations sur ce topic. Quand on fait de l'événementiel, c'est pas qu'en HTTP, on n'a que deux seules opérations possibles. Soit on fait du subscribe, soit on fait du publish. Okay. Aujourd'hui, la spec V2, elle est consumer-centric. C'est-à-dire que vous allez documenter votre spec en vous mettant dans la place des gens qui vont venir consommer votre service. D'accord. Ça change pas mal de choses. Je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai des petits slides sur la V3 qui arrivent là. Mais en tout cas, quand vous faites de la doc, il faut vraiment vous positionner en tant que vos prochains clients pour mettre en avant vos opérations. Donc un channel, on fait soit du publish ou du subscribe dessus. Et puis ensuite, forcément, on va être capable de documenter ce que va contenir le message sur un topic. Okay. Donc de base, quand on fait de l'événementiel, qu'est-ce qu'on peut pousser? On peut pousser des headers, des métadonnées techniques, du timestamp. Je vous parlais du reply topic tout à l'heure, ça c'est du header, c'est vraiment de la donnée technique qui va permettre à notre application de réagir dessus. Et puis on a le payload, là ça va vraiment être le contenu de votre message, qui va apporter votre donnée métier. Et tout ça, à l'instar d'OpenAPI, ça peut être spécifié de cette manière-là. D'accord. Donc j'ai pris du YAML, mais la spec supporte aussi du JSON. Et le truc très cool, c'est qu'on supporte aussi des formats type protobuf, Avro et RAML. Okay. Donc chez ADO, on fait essentiellement de l'Avro. Et donc ça, c'est un point assez fort puisqu'on va être capable en fait de venir lier notre spécification aux structures de schéma Avro qui sont utilisées dans notre application, produire ou consommer du message. D'accord. Donc moi, j'interviens sur ce projet. Là, le Avro Schema Parser, c'est un des premiers projets sur lequel j'ai contribué parce que j'avais des besoins pour mon produit. Et donc, l'objectif de ça, Async API, c'est quoi? C'est un générateur qui va pouvoir vous générer soit de la doc HTML ou soit des templates de projets Spring Cloud Stream, etc. Le générateur va s'appuyer sur des différents parseurs. Et donc, s'il détecte que je lui lis un schéma de type Avro, il va faire appel au schéma Avro, il va lui dire « Ok, cette structure Avro-là, tu me la prends, tu me la transformes en JSON pour qu'elle soit compatible avec la typologie du générateur. » Ce qui va nous permettre de transpiler la structure Avro pour en créer une spec native comme si je l'avais définie moi nativement en YAML ou en JSON directement à plat dans la spec. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que votre documentation, elle va toujours être à l'image de votre code base. D'accord. On a toujours le cas où la spec elle est plus à jour, il y a un champ qui a été rajouté, mais on ne nous a pas renvoyé la nouvelle spec. Là, comme on va versionner les Avro dans le code et la spec dans le code, notre doc sera toujours à jour. Donc là, les captures d'écran, c'est le Avro, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un format de sérialisation d'échange plus issu du monde de la data, qui permet de faire de la compression, etc. Et c'est typiquement un format en mode JSON avec très peu d'attributs. D'accord. Et la capture d'écran en haut, c'est la gestionnaire de la schéma registrice ou conducteur. Pour les gens qui font du Kafka, vous devez connaître. Donc la dernière partie, évidemment, c'est la partie réutilisable de notre spec. Donc on va être capable de sortir un certain nombre d'éléments dans ce qu'on appelle des components, notamment les messages, pour pouvoir les réutiliser à plein d'endroits, puisque comme vous le savez, on a besoin de factoriser aussi nos spécifications pour éviter à chaque fois de dupliquer les blocs et de devoir les maintenir à chaque fois que tu évoles. C'est toujours assez relou. OK. Donc ça, c'était la V2. C'est encore celle qui est actuellement en global availability, en GA. Il n'y a qu'une personne, je crois, qui fait de la Sync API quand j'ai fait le sondage avant que tout le monde arrive. Je vais vous présenter ce qui va arriver en V3. C'est une pré-release. La V3, ça fait 2 ans que l'équipe travaille dessus. Il y a plus de 60 contributeurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la spec et Sync API, mais il y a 60 projets autour qui permettent de fournir du tooling. Et donc, dès que vous changez un aspect de cette spec-là, il faut revoir l'intégralité des outils. Donc, ça représente beaucoup de travail. La synchronisation entre les équipes, des meetings, tous les contributeurs s'y sont mis pour justement pouvoir proposer une V3. La première feature, la première grosse évol,
quand on était en V2 sur la partie client-centric, moi, je me suis énormément posé de questions sur la manière dont je devais mettre en avant ma spec pour indiquer à mes clients ce qu'ils devaient faire pour venir jouer dans mon produit. Est-ce que je dois dire que, en fait, mon topic d'entrée qui doit euh, abriter les demandes de costing, est-ce qu'il faut que ça soit de l'opération subscribe ou produce? C'était pas évident, ça a mené beaucoup de discussions au sein de la communauté, des utilisateurs, etc. Et donc, la V3, le plus gros changement, c'est celui-là. Demain, quand vous allez rédiger votre spec et Sync API, on sera application-centric. Donc, c'est l'application qui va dire, OK, voilà les opérations que moi, je vais exécuter en tant qu'opération. On compare la V2, tout ce qui était en subscribe deviendra en produce et inversement. OK. Donc les terminologies publish subscribe vont disparaître totalement. Et à la place, on va avoir du send et du receive. Donc moi, au niveau de mon produit, je vais devoir documenter que je m'attends à recevoir une demande de costing, donc un message de demande de costing, et par contre, j'enverrai une réponse de costing. Alors que sur la V2, c'était l'inverse. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, la structure change un peu, comme vous n'êtes pas beaucoup à l'utiliser, il y a pas mal de breaking change, mais en tout cas, ça va être un des gros changements sur la V3. Tout le tooling a été revu. Ça, j'adore parce que moi, j'avais apporté un support sur mes premières contributions sur le request reply parce que mon architecture était essentiellement basée sur ce pattern-là. Ça a été pris en compte, donc la V3 va supporter officiellement cette approche-là. On va être capable de dire, OK, sur cette opération-là, il y aura un topic de reply et voici son adresse. Donc c'est ce que je vous montre ici. On va être capable ici, par exemple, sur l'opération d'exécution d'un traitement de paiement, on va être capable de dire, OK, le résultat de l'opération, tu vas pouvoir me le reply sur le topic qui est mentionné par la ref. Un troisième point qui posait problème, c'est que même si on avait la capacité de réutiliser des composants, on ne pouvait pas réutiliser tout ce qui était définition des channels et des opérations. Ça posait problème. Ça va être intégré à la spec V3, donc demain, l'intégralité des blocs disponibles dans la spec seront déclarables en component, ce qui va nous permettre de pouvoir créer des bibliothèques de composants ou des menus de composants disponibles de Sync API. Je pense notamment aux gros groupes comme ADO qui font pas mal de choses. On va être capable de mettre à disposition, par exemple, un composant de type serveur avec les descriptifs de tous les serveurs disponibles chez ADO, et tout le monde pourra venir piocher là-dedans et s'en servir. Donc, ça va être vraiment sympa. Et le dernier point, je trouvais ça intéressant, en V2, on mettait dans le protocole plus l'URL, plus le port au niveau du broker. Ils ont sorti ça, ça sera vraiment un host maintenant, avec un protocole attaché à ça, ce qui va nous permettre de pouvoir déduire l'intégralité de la chaîne de connexion, etc. OK, j'en ai fini avec la spec. Qui fait du contract first parmi vous? Okay. Donc les autres, vous faites plutôt du code first, super. Moi, je suis plus contract first. Et donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, l'idée, c'est de d'abord spécifier et ensuite faire de la génération de code pour générer des POJO, générer des interfaces de contrôleurs, etc. Là où je sais que les développeurs Spring aiment bien poser des annotations sur leurs contrôleurs et ça rétrogénère les specs OpenAPI, par exemple. Moi, je suis plutôt de l'autre école. Et donc, sur le tooling pour le contract first, il y a évidemment un studio qui va vous permettre en live de venir documenter votre spec avec de la complétion, de la validation, etc. Si on ne connaît jamais une spec par cœur, donc c'est important d'avoir des outils qui nous proposent en fait les blocs et la hiérarchie dans les blocs. On va forcément avoir des outils de génération de code. On a des outils sympas où on va être capable de parser de la spec pour récupérer des éléments si on veut les intégrer ça dans notre code, de la CLI et aussi des actions GitHub pour pouvoir générer tout ça dans nos CI. Et puis Modelina, c'est un projet assez récent qui permet à partir d'une spec de venir générer des POJO dans plusieurs technos, Python, Java, etc. Donc ça, c'est la partie tooling contract first. Et si vous aimez le code first, il y a des équivalents pour les gens qui font du Spring Doc en côté OpenAPI. Il y a l'équivalent Sync API qu'ils ont appelé Spring Wolf, il faut le savoir.
Moi, je n'ai pas trop testé ces outils-là parce qu'encore une fois, je suis plus contract first, mais en tout cas, il y a des choses qui existent. Je vous invite, si ça vous intéresse, à les tester. Et donc, pour résumer tout ce que je vous ai dit, avant de passer un peu au showcase et vous présenter ce que moi j'ai mis en place sur mon produit, on a exploité l'intégralité des possibilités de l'aspect dans notre produit pour documenter comment nous appeler. On utilise forcément Avro puisque c'est une des précodes ADO. Et donc, on utilise aussi cette capacité de l'aspect. Moi, j'utilise qu'un générateur, c'est le générateur HTML pour proposer une live documentation de ma spec qui va évoluer au fil de l'eau et du développement de mon produit. Mais il y a plein d'autres types de templates. Okay, on peut faire, comme je vous le disais, générer des socles de projets en Spring, etc. Et puis, je suis dans un écosystème J2E, donc j'exploite Maven et les GitHub Actions côté build et industrialisation pour vraiment publier ma documentation au fil de l'eau. Et pour la mettre à dispo, un petit endpoint REST qui met à jour les fichiers statiques. Boire un peu d'eau. OK. Super. Donc, je vais juste balayer rapidement l'aspect d'OpenAPI, d'Async API, pardon, pour vous montrer que les blocs définis sont un peu similaires et la façon dont on va venir consommer cette documentation est également similaire. Donc, en fait, ils sont vraiment inspirés de la doc OpenAPI pour les gens qui connaissent. Par exemple, moi, si je veux commencer à rédiger une doc, ici, je vais avoir les premiers blocs, les blocs de premier niveau. Si je bascule sur la partie server object, j'ai encore une fois les champs requis, des exemples JSON, YAML de comment s'en servir. Okay. Je ne vais pas balayer tout l'aspect, mais en tout cas, on s'y retrouve assez rapidement. Et donc, je vous parlais du studio. Vous voyez bien? Donc, le studio, c'est ça. Ça va vraiment vous permettre de commencer à documenter vos architectures événementielles. Donc là, c'est un exemple d'objet IoT d'ampoule. L'avantage de ce studio-là, c'est que d'une part, vous allez être capable d'avoir, alors si je prends, si je prends ici ce channel qui est là, okay, je vais être capable ici en utilisant, je me mets bien, okay. Je vais être capable de documenter. On voit le pop-up. Voilà. Vous voyez, le petit contrôle espace, là, il fait le taf. Il nous permet vraiment de nous guider sur comment enrichir notre spec quand on ne la connaît pas. Donc, quand on fait du publish, on a besoin d'avoir un Operation ID. Ça, c'est comme en OpenAPI. Ça nous permet, dans la génération de code, de pouvoir générer des noms de méthodes, etc. Ce n'est pas utilisé directement par la spec, mais c'est utilisé par les outils de génération. Et puis, si je ne connais pas la spec par cœur, au moyen d'un contrôle espace, je vais être capable comme ça de driller, de venir enrichir ma doc. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je fais ma rédaction, j'ai une petite preview de ce que ça va me produire. Donc on a quand même une documentation qui est assez sympa à lire, comparé à un vieux doc ou à un vieil Excel. Demain, ils vont intégrer bien plus de features dans ce studio-là. C'est encore en bêta, mais on l'enrichit au fil de l'eau. Donc ça, pour commencer, c'est très bien. Si vous voulez également voir un peu les générateurs qui existent, vous voyez que le site est très propre, très simple, il va directement à l'essentiel, ça j'aime beaucoup. J'en ai pas parlé, mais l'écosystème principal d'Async API, c'est que des composants en JS, Node.js, d'accord? Donc un runtime essentiellement JavaScript. Et donc le générateur, pour l'installer chez nous, il faut forcément du NPM, on l'installe en global. Et ensuite, on invoque via la CLI le AG. On vient lui passer en fait l'URL de notre spec, le template qu'on souhaite utiliser avec un output où on souhaite générer les fichiers statiques. D'accord. Donc moi, je vais vous parler du template HTML, mais vous voyez, aujourd'hui, on peut faire du Spring Boot, CloudStream, Node.js, WebSocket, Node.js. On peut générer de la doc en Markdown aussi et du Python.
Voilà, donc c'est pas mal. Si vous voulez voir un peu ce qu'on a fait chez ADO, il y a un case study officiel vraiment assez poussé sur tout ce qu'on a mis en place avec Async API chez ADO. Et donc, comment moi j'ai industrialisé Async API dans mon projet. Donc, on a un monorepo chez nous avec plein de modules, d'accord. Ma spec aujourd'hui, vous voyez bien, elle fait plusieurs centaines de lignes puisque j'ai pas que 2 opérations en fait sur mon produit. Je publie plein d'autres événements, donc tout ça aussi c'est documenté. Moi, je vais vraiment faire le focus sur le use case que je vous ai présenté au début du talk. Le premier truc qu'on a fait, hormis déclarer ici, alors, y a rien de vous ne trouverez pas les credentials des brokers ADO, je vous rassure. Le premier truc qu'on fait forcément, c'est on indique aux gens comment publier un message sur la staging, la prod, la pré-prod, etc. C'est assez pratique. Okay. Le plus intéressant, c'est cette partie-là. Async API supporte Common Mark. Donc vous allez être capable de venir mettre dans votre documentation, votre spec, la mise en forme du sucre syntaxe pour la lecture de votre doc, d'accord, pour mettre en avant des éléments de documentation. Donc moi, pour mon premier topic ici, qui est censé recevoir des demandes de costing, c'est celui que mon produit écoute, d'accord, c'est celui-là. J'ai une convention de nommage ici. Les gens qui vont m'utiliser savent qu'ils doivent publier des messages sur ce topic-là. Forcément, s'ils sont en dev, ils publieront sur un ADO-dev. J'ai une description assez verbeuse où je suis capable de mettre des liens vers des docs officiels. Alors nous, la petite subtilité pour les gens qui font du Kafka, nous, on gère tout ça en record name strategy. Ce n'est pas la stratégie de base d'un Kafka. Et du coup, nous, ça, on l'indique dans notre doc. Ça permet, par exemple, aux équipes de ne pas nous dire ça ne marche pas votre truc parce qu'ils sont en topic name strategy par défaut et nous, on gère que du record. Donc ça, moi, je l'indique dans ma doc. Comme ça, tout le monde est au courant. Je suis capable de mettre ici des petites images, des schémas illustratifs de comment ça va se passer. On a forcément une partie variabilisation puisqu'on est capable de mettre des versions différentes, des environnements différents. Je vous parlais de la partie spécifique au protocole. Ça, on peut le faire grâce aux nœuds bindings. Donc, on en gère une quinzaine, je crois, aujourd'hui. Si vous faites du Kafka au niveau du channel, ce qu'on va dire, c'est OK, moi, mon topic, il est répliqué 3 fois. La rétention, c'est 7 jours. Ça permet aux gens de se dire, surtout sur le topic de retour, OK, dans 7 jours, la donnée, elle disparaît. Ça leur donne des indications supplémentaires sur comment on adresse la gestion de nos topics. Et puis, sur ce topic en question, moi, ce que je demande à mes clients, c'est uniquement de faire du publish. Je m'attends à ce qu'ils envoient les demandes de costing. Donc, la seule opération que je mets à dispo sur ce topic, c'est du publish. C'est pour ça que c'est documenté ici. Un petit summary, pareil, une description, donc c'est plutôt cool. Nous, on leur prépare des templates conducteurs pour qu'ils puissent tester eux-mêmes. Donc, on a mis un petit lien vers ce template-là sur notre GitHub. On peut taguer les opérations. Et puis, vous voyez ici, je fais référence à un component de type Costing Request V3. Donc, j'ai externalisé la définition du contenu de mon topic. D'accord, à travers un composant. Donc, c'est celui-là. Et donc, ce qu'on va être capable de faire, c'est de se dire, OK, j'ai des notions de headers. Donc, ça, c'est tous les headers requis pour que moi, mon workflow de costing puisse traiter les demandes. Donc, j'ai besoin de 4 éléments principaux. Les reply topics, forcément, pour savoir où renvoyer les réponses. OK. Mais comme je fais de la corrélation aussi entre les requêtes qui arrivent et les responses pour que les gens sachent à quel request est associée la réponse, j'ai besoin de plusieurs informations, notamment l'ID du requester, le message ID, etc. Donc tout ça, je peux le documenter. Et le contenu même du message, vous voyez qu'ici, je fais référence à un fichier qui est présent dans un sous-module. En fait, c'est un petit jar là, qui contient tous nos fichiers Avro parce qu'on fait aussi de la génération de jars utilitaires qu'on déploie sur un JFrog. Et comme ça, nos consommateurs ils peuvent récupérer le SDK et directement utiliser nos POJO autogénérés depuis Avro. Bref, c'est du clé en main. On a voulu simplifier la vie de nos utilisateurs. Mais du coup, ce fichier-là, il est ici. Donc ça, c'est de l'Avro, d'accord. Et ça, c'est utilisé moi en interne dans mon produit pour consommer les messages qui arrivent. Donc, mes producteurs de costing, ils l'utilisent chez eux, via le jar que je leur fournis au niveau de JFrog. Mais moi, je m'en sers aussi, forcément, dans mon SDK Kafka pour venir récupérer ce que je reçois.
Et vous voyez, donc c'est assez simple, Avro, il y a peu d'attributs, un nom de champ, une documentation, un example un peu à la manière d'OpenAPI, ça va permettre de pouvoir générer de la documentation automatique. On a une notion de type, et puis un des trucs que j'ai rajouté moi dans la spec, c'est une notion de validation, comme on a en OpenAPI. C'est pas supporté de base par Avro, mais Avro est pas regardant si on ajoute des attributs qui ne sont pas gérés par le protocole. Par contre, ça ne va pas casser votre build ou quoi que ce soit. Donc nous, le parti qu'on a eu, c'est de se dire, OK, s'il y a ce genre d'attributs-là, on est capable de les récupérer côté Async API pour mettre des petits tags de couleurs au niveau de l'aspect. Je vous montre ça juste après. Mais en tout cas, vous voyez, pour les caractéristiques, par exemple, d'un produit, le nombre d'unités, on attend, nous, à avoir au minimum une unité. Donc, c'est des métadonnées qui peuvent aider nos consommateurs. Donc, on a la spec, on a nos fichiers Avro qui sont utilisés pour le build, le runtime, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est orchestré. Cette ressource-là, elle va être générée au travers d'un POM XML. Je vais accélérer un petit peu. Donc, l'idée, c'est d'avoir un plugin Maven qui va malheureusement devoir me télécharger le runtime Node et NPM pour pouvoir utiliser le petit AG avec le nom du fichier. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que moi, en fait, j'utilise l'exec Maven plugin ici qui va me permettre d'invoquer la génération de ma spec à travers un fichier ici, Async API YAML, qui est présent dans mon projet. Je vais lui placer le template que je souhaite utiliser avec une version qui est figée, comme je fais de la prod, j'ai pas envie que ça casse ma génération, donc moi je gère une version en interne. Et puis, un autre truc très sympa, c'est que c'est une autre feature que j'avais poussée, une des premières features que j'ai poussées sur la spec. On a un petit paramètre "-p version" qui permet de dire à la spec, OK, la version de la spec, c'est celle-là, et moi, je viens lui mettre la version de mon POM XML, ce qui me permet d'avoir vraiment une version de la spec fidèle à la version de mon livrable, mon image Docker et mon binaire. OK. Tout ça, ça génère des assets dans le class path, des fichiers HTML, de la CSS, du JS, gérés par le générateur. Et j'ai juste un contrôleur, donc mon module est totalement, il est Kafka first, mais j'ai juste un endpoint HTTP qui est celui-là qui met juste à dispo mes ressources HTML. D'accord. Et donc ça me permet de pouvoir vous proposer cette documentation-là, qui est celle que je propose aux gens qui veulent venir jouer avec mon produit. Et donc ça, c'est ce que moi je suis capable de générer basé sur l'aspect que j'ai écrit et mes fichiers Avro. Donc si je reprends le use case que je vous ai présenté, vous voyez, on est capable de catégoriser d'autres types d'échanges. Moi, ce qui m'intéresse et que je vous ai présenté, c'est celui du costing. Si par exemple, moi, je suis un client externe et que je veux faire des demandes de costing, je peux aller sur cette documentation-là. Je vois bien qu'il faut que je publie. Alors, vous voyez, j'ai remis le schéma d'architecture que je vous ai présenté. C'est toujours intéressant de savoir ce que va faire le produit quand vous lui poussez un message. Je trouve ça pas mal. On est capable donc de dire à l'appli externe, OK, tu dois me publier un message sur ce topic-là. Moi, je fais du record name. Ici, si j'ouvre le lien, vous voyez, je tombe directement sur la doc de Confluent qui explique c'est quoi le record name, comment on configure les clients pour en faire, etc. Un petit schéma qui illustre le process que je vous ai présenté. Et puis là, on va vraiment rentrer dans les détails d'implémentation où on a des informations, comme je vous l'ai présenté, sur comment on va gérer ce topic-là chez nous. Mais c'est toujours intéressant de le remonter aux gens. Et puis ici, ce topic-là, il accepte un message de type Costing Request V3. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment mon Avro. D'accord? L'Avro que j'utilise partout. On sait qu'on doit pousser un certain nombre de headers. D'accord? Donc moi, j'en attends 4 des gens qui vont jouer avec moi, qui sont requis. Les autres, ils sont optionnels, mais en tout cas, je suis capable de l'indiquer grâce à cette mise en avant supportée par la spec. Donc, et je précise aussi à quoi vont servir ces headers. Il faut l'indiquer aux gens. Je me mets un lien vers le pattern IP qu'utilise Request Reply. Ça, c'est pour l'info. Et pour le payload, ça, c'est les attributs que j'attends, dont j'ai besoin pour pouvoir faire du costing. D'accord. Donc, il va falloir avoir un identifiant de BU, forcément une clé produit pour que moi j'aille chercher les métadonnées, un prix d'achat fournisseur, une devise d'achat, etc. Et donc, vous voyez,
les attributs de validation que j'ai implémentés dans Avro, ça permet de mettre en avant ce genre de mise, ça permet de mettre en avant ce genre de choses. À savoir la devise. Aujourd'hui, elle a un format que nous on attend, qui a un pattern, c'est 3 lettres en majuscule. Voilà, je pense que j'ai fini. Je vous remercie déjà. Si vous avez des questions, ça fait disponible. Et vous pouvez aussi me mettre 2-3 feedbacks. Je serais ravi de voir ce que vous pensez du talk. Et voilà, vous avez des questions. Alors, j'ai pas de porte-micro. Oui, À l'instar de Spring Boot, avec du coup, les différentes annotations, on peut générer carrément de code. Là, est-ce que, je sais pas, en mettant une URL Kafka ou autre, on sera en capacité sans Avro, par exemple, moi, j'utilise pas d'Avro, sans Avro, de venir générer les schémas. Bon, même si c'est OpenAPI, taper à la main, ça peut être un petit peu chiant en termes de schéma. Donc, voilà. alors tu ne pourras pas générer Async API ne supporte pas la génération des avros basés sur tes POJO. D'accord. Par contre, les générateurs vont te permettre de générer la description, la définition de tes messages à plat dans l'aspect. On voyait tout à l'heure le type object, etc., avec tous les champs. Ça, tu peux être capable de le générer. Ouais. Ça répond à ta question? Ouais, merci pour Parfait. l'info. D'autres questions? Super. Je vous ai ramené des stickers, si vous voulez, vous pouvez vous servir, ils sont devant. Je vais finir sur une chose, c'est l'Oktoberfest en ce moment, pousse les gens à faire des contribs sur les projets open source. Sachez que chez SyncAPI, moi quand j'ai commencé à contribuer, l'onboarding est très sympa et très facile. Donc si l'initiative vous intéresse, vous voulez mettre un peu les mains dedans et voir un peu comment ça se passe, n'hésitez pas. Il y a un Slack qui est ouvert où on est souvent assez réactif, donc ce sera avec grand plaisir qu'on vous onboardera sur ce sujet-là. Je vous remercie.